Que le familier vous intrigue et bien que vous soyez passionné de machinerie lourde ou d'objets anodins, ne bougez pas. Je suis convaincu que vous apprendrez quelque chose de nouveau lors de cette émission. Aujourd'hui, à comment c'est fait? Les embarcations en aluminium. Les corps des Alpes. Et les montres de luxe. Les premières embarcations en aluminium ont été mises à l'eau comme skiff au milieu du siècle dernier. Les pêcheurs appréciaient leurs coques légères, car les embarcations étaient ainsi plus faciles à mettre et à retirer de l'eau que les bateaux en bois de l'époque. Quelques décennies plus tard, les modèles en aluminium sont devenus des embarcations haut de gamme et la légèreté fait leur attrait. Comme les coques en aluminium sont plus légères, il faut moins d'essence pour les propulser. Ces coques sont fabriquées en aluminium de qualité résistant à la corrosion. Des rouleaux aplanissent d'abord le métal, puis une refondeuse le coupe dans le sens de la longueur. Une défonceuse informatisée effectue ensuite des coupes précises afin d'obtenir des pièces qui s'emboîteront parfaitement. Par exemple, ce gousset qui servira à renforcer la poupe, soit l'arrière. Les pièces plus grosses sont taillées à l'aide d'un chalumeau à plasma informatisé. Cet outil permet de découper des pièces plus larges que la défonceuse. Les pièces ainsi obtenues sont transférées sur une palette. Voici le panneau qui formera le fond de la coque. Une longue pièce d'aluminium deviendra le plat-bord, soit le bord supérieur de la coque. Les ouvriers la passent sur un gabarit en bois afin de lui imprimer la bonne courbure. La proue, soit l'avant, est ensuite renforcée à l'aide d'une plaque supplémentaire d'aluminium qui lui permettra de résister à l'impact des vagues. L'autre extrémité de l'embarcation est consolidée avec divers raidisseurs vissés. Une ligne de calfeutrage permet de rendre le joint entre la coque et l'arrière du bateau, le tableau, étanche. Encore une fois, ce sont des vis qui retiennent le tout, tandis que l'assemblage se poursuit. Les deux côtés de la proue sont joints et les extrémités sont retenues par une pince étau. Cette bande d'aluminium servira d'échine à la proue. C'est un gousset d'appui. Comme le reste, des vis la maintiennent en place. Les côtés de l'embarcation sont fixés au reste de la coque. Les ouvriers percent maintenant des centaines de trous le long des joints et les bouchent avec des rivets. Les vis de serrage sont retirées et leurs trous sont aussi remplis par des rivets. Le plat-bord est mis en place sur le bord de la coque. Il est temps de procéder à un essai en bassin. L'embarcation est descendue dans un bassin afin de vérifier qu'elle est bien étanche. Si les rivets révèlent des fuites, les ouvriers procéderont aux ajustements nécessaires. De la mousse est vaporisée au fond et sur les côtés du bateau afin de le maintenir à flot dans l'éventualité d'une perforation de la coque. La surface est ensuite poncée. La peinture adhérera mieux. On passe maintenant à l'intérieur. Les ouvriers collent du feutre sur les panneaux de stockage pour leur donner un aspect plus fini. Ils installent ensuite le tapis de bâbord à tribord. Voici le réservoir de carburant en plastique. Ne reste qu'à y relier les conduits d'essence et à les fixer à l'aide d'un collier en acier inoxydable. Le panneau de tableau de bord vient à l'avant. Il est pré-câblé. Il suffit donc de le brancher au faisceau de câble principal du bateau. Les ouvriers appliquent maintenant du lubrifiant sur l'arbre porte-hélice du moteur, ce qui permet d'y glisser facilement l'hélice. Ils la serrent à l'aide d'un cliquet pneumatique. Le moteur est ensuite hissé sur la poupe et boulonné en place.
Avec son intérieur luxueux, ce bateau en aluminium ressemble très peu à ses ancêtres utilitaires. Ce modèle particulier sert à la fois de bateau de pêche et de plaisance. Il illustre bien que les embarcations en aluminium ne sont plus du tout une forme rudimentaire de transport. Le corps des Alpes date de près de 2000 ans. On l'attribue au peuple celte qui habitait sur les versants nordiques des Alpes. On l'utilisait pour signaler les moments de procéder aux diverses activités quotidiennes, comme rassembler le bétail. Lorsque les communications modernes ont atteint ces altitudes, le corps est devenu un instrument de divertissement. Grâce à la longueur et à la forme de l'instrument, le son d'un corps des Alpes peut voyager sur 8 km. Selon une tradition centenaire, l'artisan récolte de l'épinette à une période précise du calendrier lunaire lorsque le bois a supposément le plus de résonance. Une fois les grumes d'épinette sèches, ce qui prend au moins 9 ans, il les coupe en plateaux. Il trace et découpe ensuite la forme recourbée du pavillon du corps 2 fois afin d'avoir 2 moitiés. L'artisan mesure et marque combien de bois il doit enlever avec sa perceuse à colonne. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, car de haut en bas, la cavité interne du pavillon s'élargit progressivement et devient plus profonde. Il enduit maintenant le périmètre des 2 moitiés de colle et les joint en laissant une feuille de papier journal entre pour éviter que le joint soit permanent. Il devra les séparer plus tard afin de finaliser leur forme. Lorsque la colle est sèche, il déchire l'excédent de papier journal, trace la circonférence de l'ouverture aux 2 extrémités du pavillon, puis mesure et dessine la forme du pavillon entre ces 2 ouvertures. Encore une fois, il découpe la forme en suivant les lignes qu'il a tracées. Pour vérifier son travail, il utilise une série de calibres. Il les enduit de charbon, puis glisse le premier à l'endroit désigné au haut du pavillon. Le charbon marque tout bois qu'il doit encore enlever. Il répète cette procédure avec chaque calibre, jusqu'à ce que le pavillon soit arrondi aux bonnes dimensions externes. Pour ce qui est maintenant des dimensions internes du pavillon, l'artisan décolle les 2 moitiés. Il trace une ligne qui court le long de chaque moitié. Cette ligne marque l'épaisseur de la paroi interne qu'il va créer. À l'aide d'une meule munie d'un abrasif à gros grains, il réduit le bois jusqu'à la ligne de repère. Les trous qu'il a percés plus tôt lui indiquent à quelle profondeur aller. Il passe à un abrasif à grains plus fins afin de meuler les parois d'1 autre millimètre. Il vérifie son travail à l'aide d'un outil de mesure, puis colle les moitiés de nouveau, mais de façon permanente cette fois. L'artisan fabrique les autres sections du corps également à partir de moitiés et en les arrondissant sur un tour. Il les enduit de colle et les enveloppe de rotin. Le rotin solidifie quelque peu la structure, mais est surtout décoratif. Lorsque la colle sera sèche, l'artisan collera des goujons d'aluminium à chaque section. Ils permettront aux musiciens d'assembler et de désassembler les différentes parties du corps. Le pavillon est vraiment la pièce maîtresse du corps des Alpes. Habituellement, les artisans l'embellissent avec des motifs ou des peintures. Celui-ci abordera un bouquet coloré de fleurs suisses traditionnelles.
Entièrement assemblé, le corps des Alpes fait entre 3 et 4 mètres de longueur. La longueur détermine la hauteur tonale de l'instrument. Les musiciens font des mouvements de lèvres pour moduler la vibration de la colonne d'air à l'intérieur. Différentes vibrations produisent différentes notes. Tout au long du 19e siècle, la montre bracelet était un bijou féminin. Les hommes, quant à eux, avaient des montres de poche. C'est la guerre des Boers en 1899 qui a tout changé. Les soldats britanniques en sont arrivés à l'évidence. Pendant un combat, l'heure n'est vraiment pas à chercher sa montre. L'art de la fabrication des montres de poche n'a pas beaucoup changé depuis l'époque où elles étaient en vogue. Dans cet atelier suisse, les mouvements sont conçus minutieusement à la main, tout comme autrefois. L'horloger commence par polir des pièces jusqu'à ce qu'elles aient un fini miroir. Pour ce faire, il mélange des huiles de lavande et d'amande à la pâte de diamant. L'horloger extrait une pièce cruciale, la cage, de sa solution de stockage. Il la place sur la pâte puis frotte le tout contre un bloc de zinc qui polit la pièce. La cage est soigneusement débarrassée de toute poussière à l'aide d'un morceau de bois mou. Une horlogère polit ses bords, enlevant de minuscules particules de matériaux afin que les autres pièces puissent s'y emboîter. L'horloger fixe maintenant des roues à la cage. Il s'agit du balancier et de la roue d'échappement. Il place les roues sur de minuscules rubis pour qu'elles s'usent moins rapidement. L'autre moitié de la cage complète ce mécanisme appelé le tourbillon. Inventé en 1789, ce dispositif mécanique de roues tournant sur elles-mêmes permet de contrebalancer les effets de la gravité, ce qui améliore la précision de la montre. L'horloger agrandit l'assemblage et projette l'image sur un écran afin de vérifier que les roues et les bascules interagissent correctement. Il place ensuite un ressort spiral dans un barillet. C'est le ressort moteur qui active les roues de la montre. L'horloger plonge une cheville dans de la graisse et l'utilise pour lubrifier ce ressort. Il le recouvre ensuite d'un couvercle qui le referme bien à l'aide d'un outil spécial. Puis, met le barillet en place avec soin dans sa fente sur la platine. L'horloger installe maintenant une autre série de roues sur la platine. Elles transféreront l'énergie du ressort au tourbillon. Il fixe un pont roue qui agira comme pivot tandis qu'elle tourne. Encore un peu de graisse pour que ces roues tournent bien. Maintenant que le barillet et ses roues de transmission sont assemblés, on en arrive à une étape cruciale. L'horloger place le mécanisme dans un support qui facilite l'installation du tourbillon. C'est un travail complexe. La cage doit être parfaitement positionnée pour que les roues captent l'énergie du ressort. L'horloger transfère ensuite le mécanisme à un autre support afin d'insérer la tige de remontoir. Il procède maintenant un peu de finition en gravant un motif circulaire sur une plaque d'appui. Cette finition haut de gamme s'appelle du perlage. L'horloger fixe cette plaque texturée du côté du cadran de la montre. Il relie d'autres roues, dont une numérotée à cette plaque. Ces roues indiqueront la date du jour.
Un autre pont retient les roues qui mènent à celle indiquant la date. L'horloger le fixe à l'aide de minuscules vis, puis glisse la deuxième roue de date sur son axe et vérifie le mécanisme de mise à l'heure. Dans la prochaine capsule, vous verrez la finition de cette magnifique montre. Même à l'heure des montres bracelets numériques ou électroniques, la montre mécanique a encore un attrait. En fait, son mécanisme est peut-être parmi les plus complexes au monde. Pas étonnant alors que certaines de ces montres valent plusieurs centaines de milliers de dollars. À ce prix, c'est véritablement un objet de luxe. Dans une usine nichée au cœur de la campagne suisse, une équipe hautement qualifiée a assemblé le mouvement d'une montre-bracelet de luxe à tourbillon. Un horloger ajuste maintenant le cadran fait main sur ce mouvement. À l'aide d'un outil spécial, il presse les aiguilles sur un axe au centre de la montre. Il peut ainsi ajuster l'heure et la date. Cette montre sera enchâssée dans des lunettes de 18 carats d'or rouge, protégées des éléments par des rondelles de caoutchouc. L'horloger fixe le boîtier intermédiaire au mouvement, puis complète l'installation de la tige de remontoir et de la couronne. Il lubrifie le pont pour le système de remontage automatique, puis y grave un motif nervuré en parallèle. Et c'est un ajout esthétique qui donne à cette montre de luxe une belle apparence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une fois le pont orné de pierres, il est prêt à être installé au centre de la montre. Les pierres empêcheront les pièces de frotter les unes contre les autres et ainsi de s'user. Une artiste grave le rotor qui sera fixé au pont et qui remontera automatiquement la montre. C'est une pièce caractéristique qui peut refléter les goûts personnels du client. Cet élégant rotor est prêt à être fixé au pont. Une fois installé, le moindre mouvement le fera osciller, ce qui remonte le ressort moteur de la montre. L'horloger recouvre maintenant cette véritable œuvre d'art d'un dôme en verre, puis enlève la poussière de la prochaine lunette en or. Il nettoie soigneusement cette fenêtre de saphir transparent, car la moindre poussière pourrait entraver le mouvement de la montre. Il place la lunette avant sur la montre, puis à l'aide d'un outil spécial, appuie pour bien la mettre en place. Cette manœuvre permet aussi de coincer la rondelle de caoutchouc entre la lunette et la montre afin de créer un joint étanche. Cette montre pourra ainsi résister à l'eau jusqu'à une profondeur de 100 mètres. Le boîtier arrière est vissé afin qu'il puisse être retiré pour procéder aux entretiens requis pendant la durée de vie de la montre. À l'aide d'un autre outil spécial, l'horloger serre le boîtier à la bonne tension. Il inspecte ensuite la montre pour vérifier que le rotor tourne librement dans le boîtier. On procède alors à une analyse informatique du mouvement. Un dispositif retient la montre et simule des mouvements de poignet, tandis qu'un ordinateur évalue sa précision. C'est la sonnerie en option sur certains modèles. Lorsqu'elle est activée, elle carillonne au moment demandé.
La montre est maintenant plongée dans l'eau. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite. Il n'y en a pas, la montre est donc étanche. Cette incroyable montre vous coûtera la bagatelle de 150 000 $. Mais elle deviendra assurément un bijou de famille qui résistera à l'usure du temps. Comme vous avez pu le constater, la fabrication en série n'a rien à voir avec la conception artisanale. Pour répondre à la demande, elle est cependant la plus appropriée. Vous êtes curieux de connaître le mode de fabrication d'autres objets? Eh bien, ne manquez pas notre prochaine émission. Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com.